qui coûte très très cher, Daniel, mais qui n'est pas un coût perdu, c'est évidemment le coût du dédommagement, des compensations qui sont versées aux 125 000 personnes qui ont été évacuées du nord et du sud, et aussi le budget qui a été déjà versé à l'administration Tekuma pour commencer le processus de reconstruction. Mais là, on se parle déjà d'autre chose, parce que c'est des coûts qui vont induire de la croissance, qui vont induire de la prospérité. Donc il faut bien faire la différence entre le coût direct de la guerre, qui selon moi est un petit peu en dessous des 100 milliards de shekels, il doit être aux environs des 80 milliards de shekels. Dedans va rentrer l'aide américaine exceptionnelle, 14 milliards de dollars, qui va en couvrir une grande partie, et les coûts indirects. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Yael Ifra. Yael, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Économiste, spécialiste de la communication en matière de consommation, on va dire, en Israël. Et avec vous, on a souvent l'habitude d'essayer de nous éclairer, de comprendre un peu mieux les phénomènes économiques et commerciaux qui se développent en Israël. Et je vous ai sollicité, Yael, pour essayer de nous expliquer une donnée qui est stupéfiante, qui est parue en début de semaine à l'occasion du 3e mois de la guerre. Une guerre qui, selon les informations, aurait coûté au total à l'État d'Israël la bagatelle de plus de 200 milliards de shekels. On parle de 217 milliards de shekels. Alors j'avoue que c'est un chiffre qui semble incroyable. Comment l'État d'Israël peut-il supporter un tel fardeau ? Oui, alors bon, Daniel, il faut se méfier toujours de ces évaluations qui sont destinées à mettre des chiffres chocs dans les titres de l'actualité et de comprendre qu'il s'agit pas d'une ménagère qui dépense l'argent qu'il y a dans son porte-monnaie, mais d'un État qui finance une guerre. Dans ce coût qui a été calculé effectivement dans un article paru dans le quotidien Yediot Ahronot la semaine dernière, qui avait consacré son numéro donc aux 3 mois de guerre, il y a à la fois des coûts directs et des coûts induits. Donc, c'est pas la même chose. Pour les coûts directs, oui, c'est vrai que un jour de combat, ça coûte très très cher. Surtout au début de la guerre, on se souvient, chaque jour de combat coûtait 1 milliard de shekels à cause évidemment des dépenses de munitions, des sorties des avions, de 360 000 réservistes mobilisés, l'alimentation, la logistique, la mise en place, tout ça coûtait très cher. Mais aujourd'hui, on n'est déjà plus du tout sur ces coûts-là. On est déjà descendu environ à seulement 400 millions de shekels par jour, puisqu'on a libéré, comme vous le savez, vous avez sûrement dû en parler, des dizaines de milliers de réservistes, que les bombardements sont beaucoup moins massifs et que Israël, passé en phase C, a commencé à réduire le volume des manœuvres terrestres. Donc on peut dire que le coût direct est déjà en train de baisser. Ce qui coûte très très cher, Daniel, mais qui n'est pas un coût perdu, c'est évidemment le coût du dédommagement, des compensations qui sont versées aux 125 000 personnes qui ont été évacuées du nord et du sud, et aussi le budget qui a été déjà versé à l'administration Tekuma pour commencer le processus de reconstruction. Mais là, on se parle déjà d'autre chose, parce que c'est des coûts qui vont induire de la croissance, qui vont induire de la prospérité. Donc il faut bien faire la différence entre le coût direct de la guerre, qui selon moi est un petit peu en dessous des 100 milliards de shekels, il doit être aux environs des 80 milliards de shekels. Dedans va rentrer l'aide américaine exceptionnelle, 14 milliards de dollars, qui va en couvrir une grande partie, et les coûts indirects. Alors tout de même, malgré tout, 100 milliards de shekels, c'est pas une petite somme. Vous le dites qu'une partie importante va être couverte par les Américains, mais quelque part, comment l'impact de cette guerre sur le plan économique va se répercuter sur notre portefeuille, on va dire ? Elle va se répercuter sur nous tous. Donc, jeudi va être amené à l'approbation du gouvernement le budget corrigé 2024. Je rappelle, vous vous souvenez, Daniel, que dans un premier temps, lorsque le gouvernement s'est formé l'année dernière, Binyamin Netanyahou a tenu à faire à nouveau un budget biannuel, oui. Donc 2023-2024 ensemble, pour garantir la stabilité de son gouvernement. Donc, en mai, on a passé un budget sur 2 ans qui, évidemment, au jour d'aujourd'hui, est complètement caduque, pourrait-on dire, pas
pas du tout adapté à la réalité du pays. Et donc, de durs combats budgétaires se sont tenus, en particulier face à Bezalel Smotrich, le ministre des Finances, afin de réorganiser, de réattribuer des budgets, de couper d'autres budgets. Et donc, en principe, jeudi, ce sera à peu près une vingtaine de milliards de shekels qui devraient avoir été coupés du budget 2024 originel, réattribués dans le nouveau. Mais il y aura des coupes importantes, c'est évident. Aujourd'hui, on n'a rien vu. Il faut que les auditeurs le comprennent. Tous ces plans budgétaires ne veulent absolument rien dire. Ils ne couvrent à peine qu'une fraction des coûts directs pour la société israélienne. Il y aura des augmentations d'impôts, on ne pourra pas les éviter. Il va falloir couper dans des budgets. On a déjà fermé des nombreux ministères inutiles du gouvernement. Et Israël va devoir faire face à une nouvelle réalité économique, avec aussi un rallongement du service militaire obligatoire. Tsahal l'a déjà annoncé, 30 mois au lieu des 24 ou 28 aujourd'hui, 34 mois, au lieu des 24 ou 28 aujourd'hui. Donc, ça veut dire des gens qui vont commencer à étudier plus tard, qui vont épargner moins pour leur retraite. C'est un appauvrissement de la population. Et puis, des gros sacrifices qui vont être faits probablement au niveau des dépenses civiles. Je pense, par exemple, au métro, qui, à mon avis, n'est pas encore arrivé, même si de l'autre côté de la frontière, on a été capable de construire un métro de façon beaucoup plus efficace que nous. Je le dis avec un humour un peu noir, Daniel. Oui. Mais en tout cas, pour ces dépenses d'infrastructure en Israël, pour l'instant, il va y avoir des gros retards. Et oui, on va tous le sentir dans notre porte-monnaie, mais surtout dans la qualité de vie du pays. Et lorsque le gouvernement va voter ce budget réactualisé, est-ce qu'il tient compte du fait des estimations de l'armée israélienne que l'on entend régulièrement ces derniers jours, selon lesquelles l'année 2024 va être une année de guerre? Est-ce que ça tient compte de toutes les perspectives, ou alors on fait un budget ad hoc, c'est-à-dire par rapport à ce que l'on sait maintenant? Très honnêtement, Daniel, non, on ne tient pas vraiment compte de ce que dit l'armée. Vous voyez bien les affrontements très violents entre les ministres du gouvernement et l'establishment militaire sur fond de commissions d'enquête. Ça se ressent évidemment aussi dans ce que l'armée dit qu'il va se passer l'année prochaine. En Israël, on n'aime pas planifier. Il va y avoir beaucoup de mauvaises surprises probablement, même si on s'était parlé la dernière fois de la fameuse décennie perdue. Oui. C'était la décennie qui a suivi la guerre de Kippour, quand le budget de l'État d'Israël, le budget militaire, avait grimpé à 35% du PIB, donc un tiers des dépenses de l'État consacrées à l'armée, et ça avait tué la croissance pendant près de 10 ans. Aujourd'hui, tout le monde comprend qu'il ne faut absolument pas en arriver là, que même si les dépenses militaires vont forcément augmenter, il faut garder en tête qu'il y a un pays derrière, avec des citoyens qui doivent travailler, qui doivent soutenir l'arrière. D'ores et déjà, des analystes militaires font savoir que ce n'est pas sûr que les réservistes, quand ils seront appelés pour la deuxième, troisième, quatrième fois, se présentent avec autant d'enthousiasme que la première fois, quand ils ont vu les dégâts économiques que cela a causé à des foyers qui se sont retrouvés en très très grosses difficultés. Donc tout ça devrait être planifié, mais il ne l'est pas. Et c'est pour ça que je vous dis qu'au cours de l'année à venir, 2024, on va avoir beaucoup d'annonces économiques qui seront pas forcément réjouissantes. Alors, justement par rapport à cette décennie perdue dont vous parliez, effectivement, on en avait parlé la dernière fois. Moi, j'ai le souvenir de cette décennie perdue qui s'était terminée par une inflation galopante. Alors, est-ce que là, on va prendre soin de ne pas, on va dire, faire marcher la machine à billets, la planche à billets? Alors écoutez, on a une économie qui est quand même extrêmement solide, on est parti avec des très très bonnes données, on a une économie responsable. Bon, ce qu'on a vu sur le budget 2023-2024 n'était pas très encourageant en termes de gaspillage, en termes d'irresponsabilité budgétaire. D'ores et déjà, le ministère des Finances a prévu que le déficit risquait d'arriver à 6%. On était à 2% l'année dernière. C'est pas seulement la guerre, c'est la guerre et la difficulté à réattribuer des priorités dans un gouvernement très instable politiquement, où en fait les partenaires sont rentrés uniquement pour obtenir des budgets. Donc il y a cette première donnée. Alors on perd la confiance des marchés. Un gros déficit, ça veut dire une augmentation de la prime à la dette. On a plus de mal à emprunter sur les marchés. On va avoir un taux d'intérêt plus élevé. On va avoir aussi un rapport dette-PIB qui va augmenter, une dégradation peut-être, on peut pas le savoir pour l'instant, ça s'est pas produit, de la note d'Israël. Et donc oui, bien sûr, vous avez raison, on va se retrouver avec une tentation de fabriquer de la monnaie pour pouvoir couvrir ce déficit. Mais je pense que le
gouverneur de la Banque d'Israël, le professeur Amir Yaron, a les mains très très fermement sur le volant. Il ne se laissera pas faire. Une des bonnes nouvelles qu'on a eues, c'était le rallongement de sa cadence. Je ne sais pas comment on dit Oui, ça en français, son mandat. de son poste pour encore 4 ans. Et donc on sait que la politique monétaire qui sera menée sera responsable. Et ça, c'est plutôt une raison d'être optimiste et d'avoir confiance. Eh bien, Yael Ifra, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions autour de cette donnée, donc plutôt incroyable, de 217 milliards de shekels que nous a coûté déjà cette guerre après 3 mois. Ça veut dire que si cette guerre devait se prolonger encore pendant de longs mois, comme certains l'affirment, eh bien, cela risquerait donc d'avoir un impact incontournable, bien entendu, donc sur cette réalité israélienne, comme vous nous l'avez expliqué. Merci beaucoup d'avoir été, comme toujours, aussi clair et précise. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions et bonne journée. À bientôt, Yael. Merci Daniel et bonne journée.